Et mes experts du jour, Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour Raphaël. Professeure d'économie à Neoma Business School. Sophie Sidovica. Bonjour Sophie. Bonjour. Présidente des CCEF, des conseillers du commerce extérieur de la France et vice-présidente de la holding du groupe Vicat. Bienvenue. Face à vous Ludovic de Sauté. Bonjour Ludovic. Bonjour Raphaël. Directeur délégué de la rédaction de La Tribune. Alors, on est en plein dans la saison budgétaire, évidemment. Les contre-budgets se multiplient. On en a eu beaucoup qui ont été présentés cette semaine. Je vais commencer avec vous, Nathalie, puisque vous êtes impliquée. À l'origine, vous êtes en tout cas co-rédactrice d'un de ces contre-budgets. C'est celui du think tank Génération Libre, un think tank d'obédience libérale qui a proposé un budget assez disruptif, une vision libérale du budget qui soit basée sur la liberté. Ça veut dire quoi concrètement ? Oui, effectivement, on a pensé que c'était important aujourd'hui de montrer qu'on pouvait aussi, sans avoir de remettre tout en cause, puisque bon, ce sera encore un autre sujet, mais on pouvait peut-être aussi regarder ce qu'il y avait à faire avec une structure d'analyse cohérente. Oui. Et cette structure d'analyse on en manque un peu en ce moment, de cohérence, ça fait du bien. Qui est effectivement, cette structure, elle est d'obédience libérale dans son esprit. Oui. Et donc, en fait, il y a trois mots d'ordre dans cette proposition. C'est recentrer l'action de l'État, donc puisque... Ça veut dire quoi concrètement ? Alors, recentrer, effectivement, l'État, c'est parce que le constat, c'est que l'État est dispersé, et fait tout pas forcément très bien. Donc, à force de tout vouloir faire, oui. Il perd en efficacité. Et là, c'est de se dire, qu'est-ce qu'en fait, il ne fait pas bien, justement, pour essayer de recentrer ses missions. Et donc là, en effet, pour le recentrage, une des propositions qui est vraiment au cœur de ça, c'est pour les fameuses multiplications d'agences, voilà, qui sont dans tous les agences de l'État, dans tous les domaines, c'est de se dire, eh bien, plutôt que de les laisser une fois qu'elles sont créées, ce qui est une habitude française assez récurrente, c'est de se dire, qu'est-ce qu'elles produisent ? Est-ce qu'elles ont vraiment un apport ? Est-ce qu'elles sont utiles, quoi ? Voilà. C'est 400 opérateurs de l'État. En fait, on introduit plus de 1000 comités Théodule. Voilà, exactement. Et là, on introduit quelque chose qui est assez, qui se fait ailleurs assez facilement. C'est-à-dire, c'est les évaluations des politiques publiques. Et là, on l'applique aux agences. Donc, on se dit, on va retourner la charge de la preuve. Il faut qu'effectivement, une agence fasse preuve qu'elle a un impact et qu'elle a bien une valeur ajoutée dans son activité. Parce que sinon... Eh bien sinon, du coup, on l'enlève. On les ferme au bout de 5 ans. Voilà, c'est ça votre proposition ? Oui, tout à fait. Et celles qui ne réunissent pas de conseil d'administration, voilà, toutes celles qui, a priori, n'ont pas de vie. Exactement. Donc c'est la tronçonneuse de Milei, quoi. On coupe. Voilà, on coupe, mais là, effectivement, on coupe pas en disant juste... Enfin, au niveau des ministères, on est plus modeste, puisque lui, c'était les ministères et c'était juste de dire, voilà, en tout cas, on vient mettre de la logique dans ces agences. Elles sont peut-être créées pour... On remet pas en cause le fait que les agences soient créées. Donc on n'est pas très disruptif à ce niveau-là. On ne dit pas qu'elles sont toujours créées pour un but qui n'est pas très essentiel, mais on dit si vraiment elles sont créées pour un but, eh bien qu'elles prouvent qu'effectivement elles remplissent bien cette mission. Ça, c'est pour les économies. C'est un des volets. Il y a une quarantaine de propositions, il y en a bien plus. Allez voir sur le site de Génération Libre, vous aurez le détail des propositions. Et sur la fiscalité, hyper important la fiscalité. Là, effectivement, pour la fiscalité, l'idée, c'est effectivement de libérer, libérer un peu les forces productives et puis et simplifier. Je pense que c'est les deux mots d'ordre qui sont derrière cette idée. Et c'est de rendre la fiscalité plus avec moins de gruyère, puisque je pense que dans la philosophie libérale, c'est vraiment ça qui est le message, en tout cas en termes de fiscalité, qui a toujours été promu par ceux qui sont libéraux, c'est de dire une fiscalité très en fait unique, avec un taux unique, donc plutôt une fiscalité proportionnelle. C'est ce qu'il faut, parce que effectivement ça évite d'aller faire du marchandage, je te baisse ton taux, mais en même temps j'augmente ton taux, mais je te fais des crédits d'impôt ça et là. Donc là c'est de dire on va faire déjà on a un bouclier fiscal qu'on remet au goût du jour avec 50% maximum, et ça c'est pour les impôts sur le revenu, et puis un prélèvement forfaitaire unique qui est à 25%. Et il y aurait aussi un impôt sur les sociétés qui serait à peu près à 22,5 contre la suppression effectivement du CIR. C'est-à-dire que là, à nouveau, on va dans
on enlève les niches parce qu'elles créent à la fois un manque de transparence incroyable et elles favorisent aussi des activités comme les avocats fiscalistes, enfin plein de professions qui effectivement sont utiles, mais là ont une activité supplémentaire parce qu'elles sont en fait payées pour essayer de trouver comment on va pouvoir travailler à son avantage cette complexité. Donc là, on est pour effectivement remettre à plat et avoir quelque chose de transparent et donc de beaucoup plus lisible pour tout le monde, y compris n'importe qui dans la rue qui aura compris que le taux c'est ça et pas autre chose. Et oui, mais bon, on sait que souvent simplifier, c'est compliqué aussi, ça demande beaucoup de boulot. Ludovic, on va s'intéresser un peu au contre-budget du Rassemblement national. La ligne économique du Rassemblement national, elle a quand même beaucoup bougé ces dernières années. Hein. Elle a énormément évolué, elle reste quand même un objet politique aussi. Évidemment. Avec des mesures, notamment sur l'immigration, des perches quand même de plus en plus tendues au monde de l'entreprise. C'est assez évident en train de certaines mesures. Et puis après, des perches du moment qui sont un peu les ressorts presque politiques du RN. Évidemment, la France baisse son budget en faveur de l'Europe. Et sur les agences, il y a un gros coup de frein de 7,7 milliards à peu près. Mais il y a pas de là où le Sénat dit qu'on peut faire 500 millions maximum. En fait, oui, elle évolue, mais elle évolue de façon pas très subtile, parce qu'il y a un peu une radicalité des chiffres, sans derrière se dire vers quoi on oriente, vers quoi on impulse. Quand on dit oui, on va mettre une TVA, on va baisser la TVA sur 100 produits, ça raconte quoi? C'est très électoraliste. Oui. En fait, surtout, ce qui est très étonnant, on est encore en 2025, la présidentielle en 2027, on est déjà en train de phosphorer sur des budgets, des plateformes budgétaires pour la présidentielle, très clairement, avec des éléments à la fois très électoralistes qui pourraient être des plateformes de présidentielle. Électoralistes, c'est la base de leur programme. Ils ont promis une baisse de la TVA sur l'énergie et sur les produits de première nécessité. Exactement. Mais surtout, ça ménage énormément la chèvre et le chou. En fait, moi, ces sentiments, quand j'ai ça, oui, ça a évolué, il y a un petit peu moins de radicalité, mais il y a vraiment on donne un petit quelque chose aux consommateurs, on baisse aussi sur l'énergie, on donne un petit peu aux entreprises, sur l'immigration, on fait une action, puis alors il y a le loup à chaque fois, mais ce loup, il va falloir arrêter de faire des budgets où à chaque fois la lutte contre la fraude, c'est des milliards et des milliards et des milliards qu'on ne voit C'est souvent la solution de facilité, ça, effectivement. Qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire que rien que ça fragilise un budget. Donc ce que vous nous dites, c'est pas très crédible, en réalité. Un peu attrape-tout et pas vraiment crédible. C'est un peu attrape-tout, et puis surtout, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on va rentrer un peu dans le moment de vérité pour le budget dans les 2 jours qui viennent. C'est-à-dire que même sur cette plateforme budgétaire, le RN est déjà pris à défaut par rapport aussi à la position au Parlement sur certaines mesures qui soit ne se retrouvent pas dans ce budget, soit on va voir comment, les parlementaires RN vont réagir. Notamment, je pense à tout le PLFSS sur franchise médicale et tout ça, qui ne sont pas dans le budget du RN et qui sont des éléments sur lesquels, par contre, le RN a pris des positions politiques très fortes. Et c'est le gros de la dépense, on le rappelle évidemment, c'est la moitié des dépenses publiques. Le RN, il propose 14 milliards de baisse d'impôts. Beaucoup d'économies aussi. Alors, on peut discuter de la crédibilité du chiffrage des économies, mais 14 milliards de baisse d'impôts, quand le budget Le Cornu, lui, propose 14 milliards de hausse d'impôts. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas en train de gauchiser un peu le bloc central, finalement, pour devenir plus pro-business qu'est-ce qu'on en dit du côté du monde de l'entreprise, Sophie Sidovica? Oui, moi je vois que le monde de l'entreprise, on ne lui demande pas beaucoup son avis dans ces budgets-là, et je suis quand même très inquiet. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Ah oui, taxe Zuckman, allez, on va taxer un peu plus les riches, on va trouver la solution. Mais à chaque fois on en reparle, les riches, en gros c'est 1600 personnes, ça ne va rien rapporter du tout dans les mesures, ça ne va pas rapporter grand-chose dans les mesures de l'État. Et l'entreprise... C'est l'appel de la justice fiscale, Sophie. Il faut une justice, je suis d'accord, mais il ne faut pas de matraquage. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en effet, on voit qu'il y a de plus en plus d'investissements qui partent en Suisse et qui partent au Luxembourg et qui ne sont pas faits chez nous. Donc, on veut taxer quelque chose qui, en fait, n'est pas taxable réellement. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va n'avoir plus que des pauvres en France. Et si on n'a plus que des pauvres, on sera bien triste et ça sera trop tard. On nous fait croire à des tas de choses. L'entreprise, c'est pas la vache à lait. Elle n'a pas du lait sans arrêt. On ne va pas le tirer en permanence. Il faut arrêter. Là, on est en train de la manger, cette vache. Donc, elle va disparaître.
Je reviens sur ces baisses de 14 milliards d'euros d'impôts. En fait, elles cachent deux dynamiques très différentes. Il y a des baisses d'impôts, effectivement, sur la TVA, les consommateurs, l'énergie, etc. Mais derrière ces 14 milliards, il y a 31 milliards d'euros de hausse d'impôts, et notamment sur les plus riches et les entreprises. Impôts sur la fortune financière, taxes sur les rachats d'actions, sur les superdividendes, sur les transactions financières. Alors, c'est un budget... populiste, là. Populiste, oui, vous l'appelleriez je pense que là, le mot est populiste, c'est-à-dire qu'on va dire, on va aller dans le sens du vent, c'est-à-dire on va dire qu'effectivement, les riches, c'est pas bien, il faut les taxer. Oui. Ça, c'est pour faire plaisir, effectivement, ceux qui gagnent pas beaucoup d'argent, parce que je ne remets pas en cause qu'effectivement, certains peinent chaque mois... Parce que Marine Le Pen dit comme vous, elle dit recentrer l'État sur son socle d'activité utile, et le reste, on nettoie. Sauf que le problème, effectivement, c'est qu'on en revient toujours au même, c'est-à-dire que c'est bien l'entreprise qui va créer la richesse, et donc, parce que notre gros problème, c'est comme la productivité, on n'a pas suffisamment de gens au travail, les mots n'ont pas changé depuis une dizaine d'années, je pense, hein, et donc, dire, on va les taxer, les super riches, et on va aller dire que utiliser les dividendes comme ci ou comme ça, c'est moins bien, non, c'est pas ça. Parce que si on n'a toujours pas compris que c'est en libérant l'entreprise et en laissant l'entreprise faire ce qu'elle a à faire, qu'en fait, on va pouvoir améliorer donc des challenges comme la productivité et l'innovation, effectivement, on va pas s'en sortir. Donc là, clairement, ils attirent le chaland avec on va taxer les riches et on va baisser votre TVA parce qu'on vous a compris. Mais en fait, on veut pas. Je pense pas que les Français vraiment aspirent à ça. Ils sont pas non plus dupes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est effectivement savoir qu'ils vont avoir des perspectives d'emploi pour leurs enfants, pour leur futur. Et honnêtement, c'est pas ce que leur programme promet. Finalement, Ludovic, est-ce qu'on n'est pas un peu sur une position presque poujadiste? C'est-à-dire qu'ils défendent beaucoup les petites entreprises, les TPE, les PME, etc. Mais les grands groupes, il faut les taxer. Pierre Poujade, c'est là où Jean-Marie Le Pen a fait ses premières armes à la fin de la 4e République. On dit sur ce que dit Nathalie, et on va défaire la question politique. C'est-à-dire qu'en fait, en lecture fine, vous faisiez très bien à l'instant, Raphaël, c'est-à-dire que c'est un budget, si on devait le réduire comme ça, le concentrer, d'un côté, il est anti-riche, il est anti-Europe. Donc anti-riche, ça veut dire quand même, ça veut dire on libère pas l'économie, on a le droit de s'enrichir, on a le droit d'avoir une réussite économique, c'est pas très grave. Il est anti-Europe, alors que, en tout cas, on traduit tous les mots. 9 milliards de baisse au budget de l'Union européenne. Et on va en parler tout à l'heure sur la naissance d'un Airbus spatial. Une grande partie de la solution et de la souveraineté, de la maîtrise de la technologie passera par une construction européenne. Donc c'est quand même un grand coup d'arrêt d'être dans une position très anti-européenne et plutôt passéiste. Il est anti-immigration alors que la France va au-devant d'un choc démographique majeur et qu'il va falloir le résoudre et qu'on va avoir des problèmes. Il est anti-étatique, mais j'aimais bien ce que disait tout à l'heure Nathalie, c'est-à-dire que on est dans quelque chose où c'est dogmatique, c'est-à-dire que c'est pas un pilotage, c'est-à-dire que ce que disait Nathalie sur les opérateurs, oui, il y a des choses à améliorer, oui, il y a des choses à réinterroger, en fait. Bien sûr. Et de la même façon sur la fiscalité, où tout le monde est débordé sur les niches, tout le monde est débordé sur les mesures fiscales. On n'arrive même pas à chiffrer le pacte du trade dans ce pays. Enfin, on commence à peine. C'est quand même dingue. Voilà. Donc ça raconte tout. Donc, cette position du RN d'être énormément anti sur beaucoup de leviers qui sont qui sont pour ce pays des solutions pour l'avenir, honnêtement. Je vous propose une alternative. 183 milliards d'euros de hausse d'impôts pour régler nos problèmes. Et 167 milliards de hausse de la dépense publique, parce qu'avec le multiplicateur keynésien, tout ça va nous faire énormément de croissance. Et effectivement, le contre-budget de la France insoumise, qu'est-ce que vous en retirez, Nathalie Janson, vous qui avez produit un rapport libéral? Je suis pas sûr que ce soit tout à fait de votre goût. Bien évidemment, oui. De toute façon, la hausse de la fiscalité, pour avoir ce niveau de revenus fiscaux à nouveau, on va pas revenir, mais on sait très bien que quand il y a une hausse de fiscalité, je veux dire, c'est comme ce qui a été évoqué juste avant par ma voisine, on sait très bien que si on renchérit la fiscalité, les entreprises vont pas se laisser fiscal, plumer, 183 milliards. Et ça fait beaucoup, donc forcément ça va pas produire ces effets-là. Donc ne serait-ce que quand on regarde dans le passé la taxe sur la grande fortune, je veux dire, combien de pays l'ont abandonnée parce que justement elle ne rendait rien, nous-mêmes elle ne rendait pas grand-chose, c'était quelques
milliards. Donc si vous y mettez au regard de ça le coût de mise en œuvre, c'était pas grand-chose. Oui. Donc ne serait-ce que ça, je ne pense pas qu'ils arriveront à ce niveau de recette fiscale parce que de toute façon, ils ne prennent pas en compte le fait que les entreprises et les ménages, les deux, enfin je veux dire, ne vont pas se laisser comme ça plumer sans rien dire. Ils vont forcément réagir et ils vont changer leur comportement. Qu'est-ce que fait la chef d'entreprise avec une perspective de... On a besoin de quoi en France? On a besoin de croissance. Oui. Pour avoir de la croissance, il faut au contraire, il faut attirer des investisseurs, il faut attirer des patrons à venir chez nous. Donc il faut plutôt leur faire un tapis rouge et les aider. J'ai un petit cas très pratique. Hier et aujourd'hui, je serai encore au Salon du patrimoine. Oui, je vois un petit badge que vous... Actuellement, oui, au Louvre. Au revers de votre veste. On est en ce moment très mécontents parce que là, pareil, une coupe dans les budgets du patrimoine historique de la France, on va nous couper 200 millions. Oui. Donc on va plus restaurer certains monuments. Alors je dis pas que c'est un rapport avec les vols de nos bijoux, on n'a même plus les alarmes pour se payer nos alarmes au Louvre. Enfin, c'est quand même assez dingue. On lance des budgets à 800 millions d'euros pour rénover des portes au sein du Louvre aussi. Oui. Tant mieux, tant mieux. Mais en tous les cas, dans les rénovations des bâtiments historiques, on va supprimer 200 millions. 200 millions, c'est 40 000 petites entreprises qui ne seront plus là, qui ne travailleront plus dans ces métiers, qui vont disparaître. Oui, mais alors Sophie Sidovica, moi je vous arrête une seconde là, parce qu'on n'arrête pas de dire à longueur d'émission qu'il faut faire des efforts, que la dépense va trop loin, et dès qu'on touche 200, alors le patrimoine, là en l'occurrence, c'est vrai qu'on aime tous notre patrimoine, évidemment, mais tout le monde doit faire des efforts. Donc là, vous nous dites, ah bah non, pas si ça touche le patrimoine. Oui, c'est vrai qu'il y a une contradiction. Forme de hiatus. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense qu'il y a certaines choses sur lesquelles on doit se mettre un point d'honneur. C'est notre patrimoine, de le rénover, qu'il soit en bon état, parce que ça va attirer beaucoup de touristes, ça va attirer beaucoup de monde et ça va rapporter et générer de l'argent. Si on ne rénove pas notre patrimoine, je pense qu'il y a d'autres économies qu'on peut faire très facilement ailleurs, dans les budgets de l'État, mais pas sur le patrimoine. Bon, pas le patrimoine. Je passe au Parti Socialiste. Olivier Faure. On va les faire tous là. On fait revue de presse, revue de politique, revue de contre-budget. Alors c'est pas un contre-budget parce que les socialistes ils sont dans l'arène à partir d'aujourd'hui. Et Boris Vallaud dans Le Parisien aujourd'hui, tout comme Olivier Faure sur l'antenne de BFM TV ce matin, disent tous les deux la même chose. Tout va se jouer dans les 2 prochaines journées. Donc là, on rappelle que l'examen de la partie recettes, donc les impôts, les taxes, commence aujourd'hui en séance publique. La bataille commence et les gros sujets vont se jouer entre ce vendredi et lundi, notamment taxe Zuckman et ISF. Et Olivier Faure dit bien sur l'antenne de BFM TV ce matin, s'il n'y a pas d'évolution d'ici lundi, ça sera terminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une motion de censure dès la semaine prochaine? Peut-être, on va voir. Bon, on est tout dans ce jeu politique. Ce qui est certain, et peut-être faut reprendre la semaine avec le passage en commission. Oui. Finalement, bilan de ce passage en commission. Qu'est-ce que vous en tirez? La gauche, finalement, en sort pas tellement renforcée pour l'instant, honnêtement. C'est une réalité. Assez peu de choses sont passées, en fait. Très peu de choses. Donc, ça justifie cette prise de parole aujourd'hui, maintenant qu'on rentre dans le dur, et maintenant que là, il s'agit vraiment d'appuyer sur le bouton. C'est-à-dire que dans ce jeu, pour l'instant, qui n'était pas engageant, la gauche a été prise un peu en tenaille. Il y a aussi des interrogations, mais c'est pas l'objet là, sur la position LR qui est assez obscure, honnêtement, très sincèrement, c'est le moins de le dire. Enfin, très rapidement. Si on avait des doutes sur l'absence de colonne vertébrale, je pense que là, elle est claire. Là, on y est là directement. Mais très clairement, pour l'instant, la gauche ne se sent pas renforcée. Puis il y a eu petit épisode qu'on a vécu tous ensemble. C'est la sortie de Macron sur les retraites. Il a créé un petit choc quand même intellectuel. Il n'a pas beaucoup aidé à la fluidité des débats. Il n'a pas aidé à apaiser, alors que Standard & Poor's, lui, il avait déjà digéré dans sa notation. Donc voilà. On rappelle qu'Emmanuel Macron a dit en Slovénie qu'il n'y avait pas de suspension, il n'y avait pas d'abrogation. C'est un simple décalage de la réforme. Donc, quelque part, je vais traduire autrement, on était en répétition. Cette répétition, pour l'instant, la gauche a plutôt un goût amer, et c'est vrai qu'elle ne sera pas vraiment renforcée. Maintenant, on va faire clap moteur, on va vraiment tourner. Et si c'est la même séquence, il y a un risque, en effet, la semaine prochaine, que le jeu commence à se compliquer avec le PS, c'est certain. Alors, à quel point le PS aura envie de retourner à la table aussi rapidement, on va voir, ça dépend sur les mesures phares.
honnêtement, Zuckman, je vois pas comment cette taxe pourrait passer aujourd'hui au Parlement, très sincèrement. Mais après, elle n'est pas passée en commission des finances. Non, a priori. Mais après, il y a d'autres marqueurs. Ça dépend des prises de parole, ça dépend de ce qui va. Olivier Faure promet des surprises. Je vous dévoile des coulisses après l'avoir vu tout à l'heure. Il y aura peut-être des surprises. On va se régaler. Quel teasing. Les surprises, quand on voit la réforme qui est prévue pour les chambres de commerce, les CCI, moins 135 millions. Enfin, il faut regarder aussi de près. C'est 3 000 emplois en moins. Tous les ans, mais c'est encore des économies. C'est encore des économies, oui, mais c'est le rétablissement des comptes publics. L'année dernière, on leur avait déjà promis qu'il n'y aurait pas d'économies supplémentaires au moins sur 3 ans. Et là, on change d'avis, on revient en arrière. Donc, c'est là où c'est compliqué de se projeter. Beaucoup d'instabilité. La taxe sur les super riches, on nous avait dit 1 an uniquement. Paf, on la remet au goût du jour. Je ne sais pas si beaucoup y ont cru. Enfin, franchement, si vous êtes français, mais c'était la première. Alors, les impôts en général, les impôts exceptionnels, souvent ont duré. Non, enfin, nous, l'entreprise, on n'est pas sur 1 an, sur 2 ans, sur 2027. On a besoin de se projeter pour un minimum. Enfin, chez moi, c'est sur 100 ans. Donc, ça serait bien si on pouvait se projeter comme ça, au moins sur 10 ans, un minimum. Et là, tous les ans, c'est une nouvelle taxe. On n'en peut plus des taxes. Et puis là, on va passer quoi 1000 amendements en 2 jours. Nos députés, moi, j'en ai vu un hier, il m'a dit on travaille jusqu'à 1h du matin ou 2h du matin. Mais dans quel état vous êtes pour voter un amendement à 2h du matin? Est-ce que vous êtes bien conscient de ce que vous votez? Est-ce que finalement, on ne fait pas voter il y a eu des votes par erreur en commission. Le président de la commission des finances, Éric Coquerel, a voté la suppression de la taxe sur les holdings financiers. Voilà, sans comprendre ce qu'il votait effectivement. Donc on voit qu'il y a peut-être un peu de fatigue. Mais le débat va revenir à l'Assemblée. C'était quand même assez cocasse. Je reviens sur le budget LFI, pardon, Raphaël, parce que le budget LFI, on parlait tout à l'heure du budget RN, le budget LFI qui est aussi un objet politique. Complètement. Et d'ailleurs, dans cette signature politique, il y a quand même d'énormes appels de phare envers les écolos, honnêtement, parce que il y a une colonne vertébrale assez climatique dans ce budget qui ressort, et ça fait partie aujourd'hui du grand jeu politique, parce que savoir sur 2027 où le bloc écologiste va se raccrocher, finalement. Est-ce qu'il va se raccrocher plutôt sur son aile droite ou sur son aile gauche? Pour l'instant, le jeu, même si Marine Tondelier est sortie. Après, et je dis ça parce qu'on est vraiment dans les périodes de marqueurs, c'est-à-dire juste pour prendre finalement le budget LFI, qui investit lourdement sur les énergies renouvelables, là où d'un l'autre côté, le RN, lui, baisse à l'inverse, on va dire, la fiscalité sur l'énergie. Il fait très Trump, le RN, là-dessus. Oui, très Trump. Donc, il y a des oppositions qui sont en train de se jouer quand même entre ces blocs-là. Puis attention, parce que dans le budget LFI, il y a quand même la double dose Zuckman qui est en train d'apparaître. C'est la double pirouette aussi. C'est-à-dire il y a Zuckman d'un côté, plus une taxation sur les multinationales qui vient au-dessus, plus aussi quelque chose qui dans le débat pour l'instant est un tabou sur les héritages. Oui, absolument. Pareil. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est posé. Donc on va voir, mais on est dans un grand jeu politique actuellement qui est un peu inquiétant et qui est un peu décevant, honnêtement, parce que maintenant qu'on est au Parlement et que chacun y aille dans ce fameux concours l'épine budgétaire, moi j'ai le sentiment que le citoyen là-dedans va mettre de plus en plus de distance par rapport à ça, parce que il y a des débats. C'est inaudible, plus personne n'écoute. C'est inaudible. En fait, honnêtement, on parle de milliards comme si on parlait de centimes aujourd'hui. On est presque sur des échelles qui sont faussées, je le crois vraiment. Parce qu'il peut y avoir des mesures à quelques centaines de millions d'euros qui sont très importantes, et à l'inverse, des mesures à quelques milliards qui sont insignifiantes. Ça, l'unité a changé depuis quelques années. Des centaines de millions comptaient il y a encore 5-6 ans en arrière. C'est l'inquiétude. J'ai l'impression qu'on est en train de malaxer quelque chose là, tant au plan politique qu'au plan même parlementaire, sur lequel la masse devient informe. Et à la fin, il va falloir juste regarder si on est bien en dessous des 5%. C'est juste la question qui est posée. Mais je ne vois pas l'orientation qui se dessine. Et je ne vois pas tellement d'orientation se dessiner au Parlement non plus. Est-ce que Moody's va l'avoir, cette orientation? Moody's, on attend la notation ce soir. Ça sera la dernière des 3 agences. Bon, dégradation très probable. Est-ce que ça compte encore, Nathalie Janson, ces dégradations? Alors oui, c'est une bonne question. Est-ce que ça compte encore? Je pense que dans les faits, des taux aujourd'hui, non. C'est-à-dire que le taux ne va pas bouger, puisque de toute façon, on est déjà à la 3e. Voilà, la semaine dernière. On a vu que la semaine dernière, Standard & Poor's. Oui, alors là, sortie du bois, voilà. Mais je pense que ce qu'elles indiquent, par contre, déjà qu'elles font leur travail, parce que rappelez-vous quand même qu'elles ont eu quand même une mauvaise passe il y a une quinzaine d'années, où à la fois pour 2008, la crise des subprimes et
et puis pour la Grèce, une deuxième couche. Donc là, je pense qu'elle montre bien qu'elle regarde les pays, qu'elle regarde ce qui se passe dans les pays, qu'elle mette en adéquation les craintes qu'elles avaient avec les réalisations. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire que comme il y a une sortie sur les retraites, on a dit qu'on on suspendait, très justement, l'agence dit, comme ça continue à dégrader, que moi je comprends rien à la trajectoire de la France et que j'ai des doutes en fait sur sa capacité à tenir ce qu'elle dit, je dégrade. Donc elle met en adéquation les craintes qu'elle avait écrites dans ses rapports avant avec un fait. Donc je pense qu'elles ont, là, moi je les trouve plus, en tout cas, elles font attention à l'adéquation des rapports qu'elles écrivent, de la notation qu'elles mettent. Voilà. Donc on ne pourra pas les leur reprocher. Elles ont en fait ajusté au fur et à mesure. Mais effectivement, comme c'est déjà intégré par le marché aujourd'hui, voilà, ça va rien perturber. Mais en tout cas, elles font ce travail qui leur a été reproché auparavant. Donc de certaine façon, c'est pas mal, mais effectivement, je pense pas qu'il y ait de révolution si Moody's dégrade comme on l'attend. On continue quand même à avoir des dégradations dans le monde de l'entreprise, puisqu'on est sur 68 000 défaillances d'entreprises. On est sur des dépôts de bilan. Là, je vois Tesser ferme ses portes en Isère. C'est pas positif parce qu'on va emprunter à des taux bien supérieurs et l'entreprise ne peut pas suivre. Donc, mais néanmoins, il y a une certaine attention, mais ça ne va pas dans le bon sens non plus. Oui. Ludovic, un mot sur... Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Nathalie. Alors, la question sur Moody's ce soir, c'est est-ce qu'on se fait dégrader ou est-ce qu'il bouge juste la perspective? C'est ça. Bon, mais c'est l'épaisseur du trait, honnêtement. Moi, ce qui m'inquiète, j'allais dire, puisque à chaque fois qu'il y a des mouvements de notation, que ce soit sur les trois grosses agences, Standard & Poor's, Fitch et Moody's ce soir, qui sont des notations accompagnées à chaque fois de notes. C'est pas juste quelque chose qui est écrit dans une colonne et puis point barre. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, ces agences? En fait, elles nous disent plein de choses sur l'instabilité, ce que vient de dire. En fait, ce qui est inquiétant dans la lecture de la France depuis maintenant 2 grosses années, c'est que le regard de ces agences est dans l'immédiateté. C'est-à-dire que normalement, ces agences, elles tirent le trait vers l'horizon. Elles se disent quelle confiance on peut avoir dans le pays, comment ils se projettent. Et jusqu'à maintenant, on s'en sortait bien parce qu'à chaque fois, la note de la France commençait par un moment de gloire, c'est un pays stable, avec une administration, des belles routes, un TGV et tout ça, et dire voilà, c'est pas un paquebot fou et tout ça et tout ça. Là, maintenant, à chaque fois, et on l'a vécu avec Standard & Poor's il y a quelques jours, on est maintenant passé dans le régime de l'immédiateté. C'est-à-dire qu'elles suivent la séquence, la politique en train de se jouer. Standard & Poor's 6 semaines d'avance pour la notation Standard & Poor's. Accéléré. Qui a dégainé juste avant le début des débats budgétaires. Et en rebond à l'abandon, enfin la suspension de la réforme des retraites qui a été probablement la mèche. Et donc ça traduit beaucoup de choses, et c'est ce que disait Sophie à l'instant. C'est-à-dire ça traduit qu'on est dans un régime court-termiste, très immédiat, et dans lequel on ne se projette plus. Et en fait, ces notes, elles racontent ça tout le temps. C'est-à-dire et elles pointent cette difficulté, mais on est en train de le vivre ensemble, puisque on est quasiment en novembre. La France n'a toujours pas de garantie d'avoir un budget 2026. Et tout peut basculer dans les 2 prochains jours, nous dit le PS, effectivement. C'est le signe d'un pays qui n'est plus piloté, mais où la croissance tient bon. On va en parler.